Bonjour à tous. On est très heureux de vous voir déjà aussi nombreux pour cette nouvelle agora des rencontres économiques d'Aix, consacrée à un sujet aussi vaste que décisif et passionnant, les nouveaux choix de la jeunesse. J'insiste bien parce que là-dedans, il y a deux mots importants, le mot choix et évidemment surtout le mot jeunesse. Il y a la thématique et il y a le format, ce format d'Agora, pour que ce thème, si d'actualité, puisse bénéficier non pas d'une succession de discours, mais plutôt d'un véritable échange, que ça soit le plus vivant et le plus ouvert. On va donc essayer de bénéficier de cette dynamique de débat, tout en gardant un cap clair, parler des nouveaux choix de la jeunesse, ce qui les rend possibles, ce qui les contraint et ce qu'ils disent de notre époque. Parce que être jeune aujourd'hui, et vous allez certainement en témoigner, et ici aussi on va en témoigner, c'est entrer dans un monde traversé par de profondes transformations. Elles sont multiples, je peux en donner quelques-unes, vous en aurez peut-être d'autres à l'esprit. Évidemment, et on le vit actuellement assez fortement, le réchauffement climatique et l'urgence écologique. La remise en question de certains héritages sociaux, je pense que Jean Viard, qui était ici avec nous, aimera aborder ce sujet, le vieillissement démographique et bien sûr la révolution de l'intelligence artificielle, révolution qui redessine déjà le travail, celui des jeunes, mais pas que, le savoir et peut-être même notre rapport à l'avenir. Alors dans ce contexte, quand on m'a exposé cette thématique, les nouveaux choix de la jeunesse, je me suis demandé quelles questions cela pose. Quels sont ces nouveaux choix de la jeunesse? Est-ce qu'ils sont vraiment nouveaux ou est-ce qu'ils sont simplement reformulés dans un monde plus instable? Et puis, la question qui revient de génération en génération, est-ce que c'est plus compliqué d'être jeune aujourd'hui ou pas? Finalement, est-ce que c'était mieux avant? Voilà. Et surtout, la jeunesse a-t-elle réellement des choix entre les mains ou est-ce que ce sont seulement des aspirations confrontées à des contraintes de plus en plus fortes? Voilà pour poser le débat. Avec nous, on a 4 intervenants, même 5 maintenant. On a évidemment, donc, je viens de le citer, Jean Viard, qui est directeur de recherche au CNRS à Sciences Po, le CEVIPOF, fondateur des éditions de l'Aube, et vous connaissez certainement tous sa voix, notamment le week-end sur France Info, avec sa chronique Questions de société. On va recevoir aussi le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, qui n'est pas encore arrivé. On a à nos côtés Madame Hayat El Benguiz, auteure, conférencière, comédienne, qui va nous raconter son parcours et comment, au départ, elle a imaginé ne pas avoir tant de choix que ça, et puis finalement, elle s'est rendue compte que des choix, elle en avait peut-être une infinité. Elle nous racontera ça, Hayat. Et puis Augustin Bataille, étudiant à HEC, qui est ici à mes côtés, qui a l'honneur, fort de ses 22 ans, d'être le digne porte-parole du programme jeunesse du Cercle des économistes. Voilà. Le déroulement, chacun va disposer de quelques minutes pour poser son regard sur le sujet, et puis on ouvrira 35 minutes d'échange, un débat, un vrai débat. Un mot enfin sur l'esprit de cette agora, ça me semble important. Pour que le débat soit le plus riche possible, il faudra qu'il y ait la liberté de l'écoute et une certaine discipline collective. Je vais essayer de la faire respecter moi aussi. C'est-à-dire qu'on puisse prendre la parole sans empiéter sur celle des autres. Et puis on va essayer, alors ça c'est le journaliste qui parle, de tenir l'angle comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire de rester dans cette thématique des nouveaux choix de la jeunesse. Voilà, encore une fois, merci à tous et à tous d'être là. Et tout de suite, je passe la parole à Monsieur Jean Viard. Merci. Il y a quelques années, j'ai conclu les rencontres économiques d'Aix. Et quand j'ai fini mon discours de conclusion, il y a un de vos étudiants qui vous précédait, il y a 4-5 ans, qui a levé la main et qui a dit, bon, j'étais dans cette université, et il a dit, qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil? Et je lui ai dit, vous êtes dans une bonne université, maintenant vous faites un CAP de plomberie, et après vous commencerez à être compétent. Bon. Mais c'est essentiel, je veux dire, on est dans un monde où il faut revenir au lien entre la main et le cerveau, y compris dans les nouveaux métiers. Première idée. Deuxième idée, c'était beaucoup plus rigolo en 68. Donc faites quand même attention, la jeunesse c'est le moment de la rupture. S'il n'y a pas de rupture, à un moment, si vous ne portez pas la rupture,
Si vous portez le repli sur soi, si vous portez le refus de voter, etc., ça forcément, ça ne va pas le faire. Et c'est pas, il faut parfois se secouer. La troisième idée, c'est que pendant tout le XXe siècle, on était porté par l'idée du progrès. On n'était pas d'accord sur la répartition des fruits du progrès, sur le modèle d'économie pour la répartir, que ce soit du communisme d'un bout à l'ultralibéralisme, et chez nous, droite et gauche. Le progrès n'a plus de sens parce que c'est la nature qui fait l'histoire. Et c'est ça la vraie rupture. C'est la nature qui fait l'histoire. C'est plus les politiques, c'est plus la politique. Et donc comment on fait de la politique quand on sait que l'essentiel du changement, nous ne le maîtrisons plus et nous ne le maîtriserons plus pendant au moins 100 ans, peut-être 200 ans. Donc on est dans cette immense période où effectivement les fondements de la révolution industrielle précédente, c'est-à-dire qu'on maîtrisait la nature par le fer, le train, etc., effectivement, on a perdu le pouvoir. Et donc, comment désirer l'action quand on a perdu le pouvoir? Alors, se protéger, oui, le débat sur la climatisation, qui était particulièrement stupide, mais enfin, qui est un vrai sujet. Et puis, voilà, c'est la première, deuxième idée. Troisième idée, il se passe trois choses en même temps. La nature a pris le pouvoir. Le patriarcat a explosé. C'est-à-dire le rapport homme-femme. On ne sait plus où on est et on ne sait plus où on va aller dans les générations suivantes. Alors, on peut le mesurer. 49 ou 39% d'entre vous, des étudiants, déclarent qu'elles n'auront jamais d'enfants. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'elles pensent. On voit très bien l'effondrement de la natalité. On voit l'effondrement de la vie en couple chez les jeunes. On voit le développement d'une sexualité extrêmement violente quand il y a sexualité, qui a beaucoup baissé, etc. Donc là, on est sur un deuxième éclatement. Donc il y a deux ruptures anthropologiques pour moi. C'est le rapport civilisation humaine-nature. On a perdu la partie pour le moment, on va la retrouver, mais dans 100, 200 ans. Et puis effectivement, la fin du patriarcat. Et c'est des ruptures anthropologiques aussi fortes que celles de la Renaissance et celles de la fin de l'Empire romain. Il ne faut pas le regarder dans la conjoncture. Ça restera pendant des siècles comme une époque de rupture. Et je vous rappelle qu'on a été 4 milliards à se battre contre le Covid, qu'on a sauvé 300 millions de vies en acceptant de s'enfermer chez nous, plus qu'on a sauvé 30 ou 40 millions de vies avec le vaccin, qu'on a trouvé un vaccin grâce à des immigrés, etc. Donc la bataille mondiale, on est en train de la commencer. Voilà. La troisième rupture, elle n'est pas anthropologique, c'est l'IA. L'IA, c'est un outil extraordinaire qui va bouleverser les rapports de travail, etc. Et qui pose des questions, d'une part, aux jeunes filles, parce qu'elles ne vont pas assez, elles ne sont pas attirées par l'IA et par les mathématiques, dans une imaginaire traditionnelle qu'on a. Mais surtout, l'IA, ça va modifier les problèmes. Il faut être curieux, il faut apprendre à travailler en collaboration, et il faut avoir une responsabilité civique de ses actions. Quand on supprime tout un secteur d'activité parce que l'IA le fait mieux. Bien sûr qu'il faut le faire, mais la question c'est que deviennent les gens qui travaillent. On ne peut pas ne pas se poser cette question. Et on est là-dedans. L'IA ne va pas empêcher, il y aura d'autres emplois, on va créer d'autres emplois. Mais il faut penser les deux en même temps. Donc réfléchissez à ça. Le monde du numérique, c'est curiosité, collaboration et effectivement esprit civique. C'est la réflexion je l'ai pris à Taïwan, cette phrase, chez la ministre du numérique de Taïwan. Donc c'est pour, je ne l'ai pas sorti d'ici. Donc retenez ça, deux révolutions anthropologiques, une révolution technologique, qu'une rupture. Les gens de ma génération, on peut au fond jouer le vieux mâle blanc qui transmet, mais c'est à vous après d'avancer. Mais faites attention, ne soyez pas conservateurs, le monde change trop, parce que quel est l'enjeu? C'est que vous avez besoin de désirer l'avenir. Or, 73% des gens ne désirent pas l'avenir, désirent le passé. C'est jamais arrivé. Non seulement parce que pour les votes qu'ils font, mais parce que si on ne désire pas l'avenir, on ne désire pas vivre, on ne désire pas faire des enfants, on ne désire pas construire, etc. Donc votre problème, c'est de rendre l'avenir désirable. Le meilleur slogan politique des 30 dernières années, c'est le désir d'avenir. Bon, je ne veux pas du tout faire la pub de la candidate, mais le slogan était excellent. Alors, à vous écouter, Jean, il y a quand même donc une nature qui reprend le pouvoir, une révolution sociologique avec des jeunes générations, dites-vous, qui n'ont plus ou qui ont moins envie de faire des enfants, peut-être croient-ils moins en l'avenir, et puis une révolution technologique avec des robots qui vont penser à notre place. Et c'est là où va se poser la question. Non, je résume, mais... Ils ne vont pas penser à notre place. Vous allez y revenir, on va y revenir avec eux. Justement, je suis un peu provocateur, mais on se dit à vous écouter comme ça, si effectivement on s'arrête là, que ça ne nous donne pas beaucoup de choix. Or, j'imagine que dans les 45 minutes qui vont suivre, on va écouter des personnes qui ont fait des choix et on va essayer de voir quels sont les choix possibles face à ces révolutions que vous êtes en train de nous raconter. Hayat, je me tourne vers vous parce que vous avez un parcours où, quand on a échangé ensemble, je le disais tout à l'heure, on a eu l'impression qu'au départ, vous aviez le sentiment de n'avoir aucun choix.
votre famille ne vous en donnait pas, votre vie, votre environnement, votre quotidien ne vous permettait pas de choisir. Et puis finalement, ces choix, vous les avez faits, vous êtes allé les chercher et finalement, vous en avez eu une infinité. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé en 2 minutes et puis ensuite, je pense que vous aurez de nombreuses questions. Ok, donc en 2 minutes, je vais faire un maximum. Donc moi, c'est Hayat El Benguiz, autrice, conférencière et comédienne. Pourtant, je n'étais pas prédestinée à ce genre de métier. J'étais plutôt prédestinée à quelque chose de beaucoup plus précaire parce que je suis née dans le quartier le plus pauvre de France, peut-être même d'Europe, le quartier de Félix Piat à Marseille. Dans un milieu, donc c'est déjà un environnement hyper violent et à la maison, donc avec une violence intrafamiliale très importante et un frère handicapé et des parents qui ne savaient pas parler le français, un père qui battait ma mère. C'était très très violent. Et à 17 ans, je me suis enfuie et je me suis retrouvée SDF pendant plusieurs années. J'ai été retrouvée donc au bout de 5-6 ans en hypothermie dans la rue et j'ai découvert les foyers. La police m'a emmenée dans un foyer d'urgence. Je pensais que les foyers étaient uniquement pour les personnes qui n'avaient pas de famille. Moi, je me suis dit, j'ai une famille, on va jamais... Et pourtant, on m'a pris en charge. Donc, j'ai eu plein d'acteurs sociaux qui se sont occupés de moi et qui m'ont dit, maintenant, il va falloir penser à un projet professionnel. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, un projet professionnel, mais j'ai compris qu'il fallait se lever à 6 heures du matin. Et donc, j'ai fait une remise à niveau. Et à ce moment-là, j'ai découvert que j'étais faite pour les enfants, la jeunesse. J'ai des compétences pour les accompagner. Déjà, découvrir d'avoir des compétences, ça fait du bien. Parce qu'à l'école, on m'a dit que j'étais un quoi social. C'est écrit sur mon livret scolaire et que je n'irai nulle part. Est-ce que nulle part, c'est ici? Je vous pose la question. Ensuite, j'ai passé un petit CAP, un petit BEP, des petits examens comme ça qui m'ont permis de rentrer dans la fonction publique en tant que tata, comme on dit, donc ATSM. Et ensuite, auxiliaire de puériculture. J'ai fait un BPGEPS, donc un diplôme de l'éducation populaire pour les jeunes, justement. Et puis j'ai terminé cadre dans la fonction publique. J'ai eu un appartement. Propriétaire, s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Voilà. Un petit 2 pièces à la Joliette. Voilà. Un fils merveilleux qui a fait des études brillantes. Et malgré tout, tout ce passé m'a parlé. La santé mentale, mon corps a explosé et je me suis retrouvée à fréquenter si c'est le mot, un CMP, un centre médico-psychologique, donc avec plein d'acteurs aussi paramédicaux et médicaux qui m'ont accompagnée pour me guérir de tous mes traumas. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de laisser une trace. Quand on parle d'héritage, on parle beaucoup d'héritage matériel. Pour moi, ce n'est pas l'essentiel. C'est l'héritage qu'on laisse à nos enfants en termes de valeurs. Car voyant mon fils devenir quelqu'un, je me suis dit, il va tout oublier. Mais il ne faut pas qu'il oublie ce que ma mère a subi, ce que moi j'ai subi pour en arriver là. Parce qu'il peut tout à fait avoir plein d'argent après, avoir une belle vie, une maison, enfin, le petit chien, les enfants, et ne pas avoir de valeur. Ça ne m'intéresse pas. J'aurais raté ma vie, j'aurais raté mon éducation. À ce moment-là, je lui ai écrit tous ses traumas, tous mes secrets pour lui laisser. Ma meilleure amie, elle m'a dit, mais tu rigoles ou quoi? Jamais de la vie, on va l'éditer ton livre. Ah bon? Je l'ai édité et je l'ai écrit, je me suis auto-édité, j'ai fait une cagnotte et ce qui m'a permis d'en imprimer plusieurs exemplaires. Pendant mes lectures, j'ai eu un réel impact auprès de plusieurs publics qui a fait que je suis devenue conférencière. J'ai été repérée par plusieurs grosses entreprises qui m'ont fait intervenir sur différents publics, différents secteurs. Je suis aujourd'hui aussi accompagnée par l'agence Meet My Mentor, où on me sollicite donc pour intervenir et parler de résilience. Et j'utilise donc mon livre comme outil pédagogique qui permet... j'ai à peu près vécu tout ce que l'un a vécu uniquement. J'ai plusieurs vies. Mais je crois que moi, j'ai confiance en la jeunesse. Moi, je crois en la jeunesse parce qu'encore aujourd'hui, ils m'apportent beaucoup. C'est les jeunes qui m'entourent, c'est les jeunes qui me font évoluer. Et moi, je suis très, très optimiste. Alors justement, Hayat, à votre droite, vous avez un digne représentant de la jeunesse.
Il a 22 ans, donc c'est Augustin Bataille. Et je le disais tout à l'heure en présentant les différents intervenants, il est le porte-parole du programme Jeunesse du Cercle des économistes. Augustin, c'est à vous. Vous avez 2-3 minutes. Je vous remercie, Erwan. Avant toute chose, je tiens à souligner le fait que les travaux que je vais essayer de vous restituer très fidèlement sont le résultat d'un effort collectif auquel ont participé des jeunes de tous les horizons, et je tiens à les saluer chaleureusement. Notre atelier part d'un présupposé audacieux. La jeunesse a le choix. Loin des caricatures qui la décrivent souvent comme résignée, dépolitisée, oisive, fainéante, voire même, pourquoi pas, immature, la jeunesse refuse la passivité face aux turpitudes du monde. Et pourtant, des turpitudes, il y en a. Notre jeunesse est confrontée à une polycrise institutionnelle, du logement, de la santé, politique et, bien sûr, c'est dans l'actualité climatique, tant et si bien qu'elle en vient à manquer de confiance en l'avenir. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, 77% des jeunes de ma génération considèrent que le système de retraite ne tiendra pas lorsque leur tour viendra. Ce tableau sombre la pousse à se concentrer sur sa trajectoire personnelle, à propos de laquelle elle fait preuve de conviction extrêmement forte. Elle croit en plus d'égalité entre les hommes et les femmes, voit moins la nécessité d'avoir des enfants et ne consacre plus le mariage comme rituel obligé. Elle ne se définit plus par son travail, mais par le sens qu'elle y trouve. Et surtout, elle trouve de nouvelles manières de s'engager pour changer le monde qui l'entoure. Ironiquement, l'urgence ne lui laisse pas le choix. Et cela tombe bien, car il existe pléthore de leviers qui lui permettent de prendre à bras-le-corps les enjeux du monde de demain, de façonner le monde de demain. Je pense à des institutions comme le Conseil d'orientation des politiques de la jeunesse, à des espaces comme ce qu'il se passe aujourd'hui en ce moment même aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ou même à de nouveaux médias. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Hugo Décrypte. Ces ateliers sont placés sous le thème de l'absence de repères. C'est effectivement un enjeu qui consacre absolument toutes les générations. Je ne nie pas ça. Mais je pense qu'il est aussi juste de relever le fait que c'est particulièrement une problématique qui frappe de plein fouet l'âge à partir duquel on se construit, l'âge à partir duquel on a précisément besoin de repères pour dessiner, diriger sa propre trajectoire de vie, d'où la nécessité d'inventer ses propres repères par ses propres choix. D'un mot, ma génération est décrite comme souvent peu encline à arrondir les angles, mais ce n'est pas cela le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'angles, et que c'est donc à nous de dessiner les angles du monde de demain. Je vous remercie, et je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous. Alors, il y a une intervenante que je n'ai pas citée, pardon, parce qu'on ne s'est pas rencontré, on n'a pas discuté avant, et donc, excusez-moi pour vous avoir omis, mais donc Anne Savinel-Barras, vous êtes présidente d'Amnesty International France, et là aussi, je vais vous passer un micro, et je vous invite à vous présenter pendant 2 minutes, et peut-être à présenter ce que vous avez envie de mettre en avant par rapport, une fois encore, à cette thématique des nouveaux choix de la jeunesse. Et puis, sans doute que votre présentation suscitera des questions. Merci beaucoup. Et je suis ravie d'intervenir après vous, parce que je vais vous donner des encouragements dans ce monde particulièrement perturbé. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous parlons à Amnesty International d'une crise des droits humains à travers la planète. Ce n'est pas rien. Un changement d'époque, effectivement, dans lequel nous perdons nos repères, mais dans lequel aussi, et en tant que défenseur des droits humains, je me dois d'insister là-dessus, dans lequel la jeunesse s'engage. C'est un choix pour nous qui est essentiel. La jeunesse s'engage partout. J'en prends pour exemple la Gen Z qui a réussi à faire tomber le pouvoir autoritaire au Népal et à provoquer des nouvelles élections. La jeunesse qui a réussi, je pense des Quereras pour Amazonia, des jeunes adolescentes qui ont réussi à faire bouger leur pays pour sauver leur terre d'Amazonie et pour sauver leur terre et sauver notre terre. Donc la jeunesse bouge, s'engage et nous avons besoin plus que jamais de vous, de vos idées, de votre créativité, de votre pouvoir de faire changer les choses. Et nous avons besoin de vous, pas seulement pour l'avenir, nous avons besoin de vous pour le présent. Et c'est ça que je pense, le message essentiel que je voudrais porter. La jeunesse, elle est là pour aujourd'hui et pas seulement pour demain. Et donc, avec vous, nous avons besoin de nous mobiliser tous ensemble parce que
certes, le patriarcat recule chez nous, comme vous l'avez dit, monsieur, mais il recule dans beaucoup de pays et nous sommes face effectivement à des dirigeants qui justement veulent nous imposer à nouveau le patriarcat, le racisme, la peur, la violence, l'instabilité. Et pour tout cela, il faut se mobiliser ensemble et surtout avec vous. Et donc, personnellement, j'ai beaucoup travaillé pour que les jeunes prennent la place des responsabilités au sein du mouvement Amnesty International. On y est arrivé. Nous avons 5 jeunes dans notre conseil d'administration. Ils ont moins de 22 ans. Je pense qu'avec eux, nous pourrons faire un excellent travail. Écoutez, merci beaucoup. Et je pense que ce que vous venez de dire suscite sans doute de nombreuses questions. J'en aurai une, mais j'y reviendrai tout à l'heure, évidemment. Mais vous parlez de la jeunesse qui s'engage, et peut-être on pourra aborder les nouveaux modes d'engagement de cette jeunesse. Et sont-ils les mêmes que les générations précédentes? On imagine qu'avec l'essor du numérique, ils ont su s'emparer de ce nouveau médium. Et donc, voilà, peut-être que vous aurez des choses à nous dire. Je reviendrai sur cette question. On a le dernier intervenant qui est arrivé. Monsieur le ministre, ministre de l'Éducation, Édouard Geffray. Je vais vous laisser la parole pour un petit propos liminaire de 4-5 minutes. Voilà, autour de cette thématique. Reprenez, j'ai vu que vous êtes arrivé un peu essoufflé. Ça a été la course. Parfait. Autour de cette thématique des nouveaux choix de la jeunesse, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Je pense que vous avez pas mal de choses à nous dire. Bon, bonjour à tous. Excusez-moi d'être un peu en retard. J'étais en cellule interministérielle de crise pour parler de la canicule. Donc voilà, avec mon ministre, et c'est pour ça que je suis arrivé un peu en décalage, donc mille excuses. Et vous gardez la veste, bravo. Et oui, je crois que je suis auto-réfrigéré. Non, écoutez, j'ai peur de répéter ce qu'on dit d'autres parce qu'il y a une forme de convergence. Mais peut-être 3 points qui me sont importants. Le premier point, pour des raisons peut-être légèrement différentes de celles de Gérard, mais je crois que je suis assez d'accord avec lui, je pense que nous sommes en réalité en train d'entrer dans une nouvelle époque. Cette nouvelle époque, elle n'a pas encore de nom. Vous savez qu'actuellement, on est à l'époque contemporaine, officiellement. Ma conviction profonde, c'est que nous sommes à un point de bascule. Vous avez 3 grandes révolutions dans l'histoire de la technologie et des connaissances. C'est l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, et la 3e, c'est ce qui est en train de se passer. Première fois, on est passé de la préhistoire à l'Antiquité. La 2e fois, ça correspond grosso modo au moment où on est passé du Moyen-Âge à l'époque moderne. La 3e fois, c'est maintenant. Et il y a d'autres points de bascule que d'autres peut-être ont mentionnés. Et ça, je pense que pour nos jeunes notamment, mais pas que pour nos jeunes, ça a un côté un tout petit peu vertigineux. Moi, je vois des jeunes chaque semaine, des dizaines et des dizaines. Et il peut y avoir une forme d'angoisse. Alors, on appelle ça l'angoisse climatique, on appelle ça l'angoisse de l'IA. Est-ce que mon job va disparaître? Est-ce que, d'une certaine manière, les hiérarchies sociales aussi, les représentations sociales ne vont pas un peu s'inverser? L'histoire des 2 derniers siècles, c'est l'histoire de révolutions successives industrielles et technologiques qui se sont systématiquement faites au détriment des moins qualifiés, enfin de ce qu'on appelle les moins qualifiés, et au profit d'une société qui est en voie de tertiarisation et de col blanc. Il se trouve que ce qui est en train de se passer va probablement inverser un peu une partie de cette relation-là et de l'image de la réussite, et notamment de la réussite scolaire. Parce que ceux qui vont être fragilisés, c'est ceux sur lesquels jusqu'à présent on a projeté l'image de la réussite scolaire. Et c'est un peu ce que disait Pascal en son temps. Il disait le silence de ces espaces infinis m'effraie. Il est pris du vertige comme ça. Hop là. Et nous, j'ai l'impression que nos jeunes, parfois, tous ceux que je rencontre, ils sont un peu pris de vertige. Alors, simplement pour répondre à ce vertige. D'abord, pardon madame de vous plagier, parce que j'avais prévu de le dire, je vous promets, c'est marqué là. Cher jeune qui est ici, il faut arrêter de vous dire que vous êtes l'avenir. Parce que vous êtes le présent. Je peux le dire d'autant plus que maintenant que je commence à rentrer dans le passé, je suis en train d'apercevoir que pendant longtemps on m'a dit que j'étais l'avenir, et puis le jour où vous dites que vous n'êtes plus l'avenir, c'est qu'en fait c'est déjà fait, quoi. Donc autant se projeter directement, première chose. Deuxième chose, et c'est en lien avec les choix, n'ayez pas peur des choix et de partir. Le premier choix, c'est le choix de la souveraineté, c'est les choix qu'on fait au quotidien, pour sa vie et pour la collectivité. Et ça suppose un peu de courage. Quand on traverse une période de bascule comme la nôtre, pour épouser la trajectoire de l'époque, et surtout pour la guider, pour la tenir, cette trajectoire, pour en être les maîtres, ça suppose de prendre, au bout d'un moment, des décisions. Quand on est au gouvernement, par exemple, on prend des décisions. L'exécutif, c'est celui qui décide.
Et décider, ça veut dire accepter de renoncer. Parce qu'on ne pourra pas tout avoir, en fait. L'idée qu'il y ait une espèce comme ça de modèle intégralement cumulatif et incrémental sur lequel on ajouterait toujours plus pour à la fin la même addition, ça n'existe pas. Donc il y a des choix à faire. Et dans ces choix, ma conviction profonde, c'est qu'il y a des choix à faire, et typiquement à l'éducation, c'est évidemment en partie le cas. Il y a des choix très profonds à faire. Il y a des choix d'abord à faire, pardon de vous le redire, ce n'est pas par flatterie pour ceux qui sont jeunes, mais en faveur de la jeunesse. Il faut qu'on déplace le centre de gravité de notre société et qu'on le rééquilibre un tout petit peu. C'est ma conviction profonde. Sur le long terme, je veux dire, sur les 10-15 prochaines années. Parce que tout simplement, il faut investir sur l'avenir et qu'il faut par conséquent déporter un peu l'effort collectif, financier, d'investissement, intellectuel, etc. Il faut reporter une partie de l'effort sur la jeunesse. C'est la première chose. Et puis tout simplement, il faut faire des choix aussi pour dessiner votre avenir. Des choix sur notre modèle de formation, sur ce qu'on va privilégier à l'avenir. Vous voyez, par exemple, on a recréé en l'espace de 2 ans là, 12 000 places dans le secteur industriel pour les baccalauréats professionnels. Ça faisait des années qu'on détruisait des places dans les secteurs industriels, on en recrée. Bon. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, il va y avoir un enjeu industriel assez majeur et dans lequel tout ne va pas être substituable. Donc il faut qu'on fasse des choix sur votre modèle de formation. Je vois même les WorldSkills d'ailleurs qui sont là et qui pourront en témoigner peut-être tout à l'heure. Et puis évidemment, il faut faire aussi des choix territoriaux. On est ici dans une grande ville. Il y a 70% des Français qui ne vivent pas en métropole, pas dans une métropole, au sens urbain du terme. Et si nous voulons maintenir la cohésion nationale, il faut qu'on arrive à superposer des choix sociaux, des choix territoriaux et des choix de formation. Parce que le but du jeu à la fin, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière de faire face à une transition comme celle qu'on connaît. En réalité, c'est de rester ancré. C'est intéressant d'ailleurs, j'ai vu le sondage, Elab. 71% des gens sont ancrés, mais 51% sont très attachés à leur village, à leur territoire, à leur ville, etc. Mais 51% ont déjà réfléchi à partir. Pas mal comme contradiction. Alors je pars ou je reste ? Je reste, c'est un choix. Je me bats, c'est un choix. Et je construis l'avenir, plutôt que d'envisager son éventuel déclin ou nostalgie. C'est un troisième choix. Voilà. Donc l'avenir vous est ouvert, jeunes gens. Battez-vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et merci à tous nos intervenants. Et on va donc maintenant, et je pense que vous l'attendez, vous donner la parole. N'hésitez pas, on va vous donner des micros et poser toutes les questions que vous avez en tête. J'en ai plein, moi aussi. Qui veut lancer le débat ? Je vois des mains se lever. Où sont les micros ? Voilà. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur le ministre, vous parlez de choix, mais aujourd'hui, Parcoursup n'est pas un choix pour tous, parce que certains ont des très bonnes moyennes, certains sont impliqués, mais n'ont pas les écoles qu'ils souhaitent réellement. Donc parfois, ils peuvent se rabattre sur une autre école, un autre projet qu'ils ne voulaient pas à la base. Donc finalement, on ne peut pas forcément écouter ce que l'on veut et vraiment faire nos propres choix. Donc que pouvez-vous faire par rapport à cela pour aider les jeunes qui sont en difficulté aujourd'hui et qui ne trouvent par exemple pas d'école pour l'année prochaine ? C'est une question très intéressante et je la compléterai avec moi une question dans la continuité. Est-ce que vous pensez que le système scolaire et le système d'orientation scolaire aujourd'hui offrent effectivement tous les choix à cette jeunesse ? Pardon. Alors, 2 choses. 1, il n'y a jamais eu autant de choix ouverts et connus pour les jeunes qu'aujourd'hui. Moi, quand j'avais votre âge, long time ago in a far galaxy, non mais c'est important de le savoir, on faisait ce qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait papa, maman, éventuellement les professeurs qui nous aidaient, et puis on déposait les dossiers papier à ce qu'on connaissait. Il valait mieux avoir des parents qui avaient fait une classe prépa pour faire une classe prépa, ou une école d'ingénieur pour faire une école d'ingénieur. Là, pardon de reprendre l'expression de vertige, ce qui est assez vertigineux, je l'ai vécu pour mes enfants en plus qui ont à peu près votre âge, c'est vous dire si je suis vieux, c'est que tout est ouvert. Et donc il faut effectivement choisir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a encore du chemin à faire sur l'orientation. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une forme de condensation des jeunes autour de quelques grandes filières, le droit, la psychologie, les STAPS, etc., qui en réalité concentrent beaucoup de vœux, qui ne concentrent pas tous beaucoup de débouchés. Et pas autant de débouchés que de vœux.
Et donc notre rôle, c'est de vous emmener, c'est de vous permettre de faire ça. On n'est pas encore complètement à l'optimum, ça c'est très clair. Et la troisième chose, pardon de le dire aussi, il y a eu une espèce de cristallisation sur Parcoursup, ce qui prouve d'ailleurs que la marque a plutôt bien marché. Mais où moi je vois plein de jeunes de terminale qui en fait s'imaginent que tout se joue quelque part entre janvier et juin de la terminale. Pardon, je vais vous prendre mon exemple. Moi j'ai fait un bac scientifique, à l'époque spécialité maths. Je suis parti en Hippocagne. Vous voyez, c'est pas exactement la mayonnaise. Je me suis retrouvé après ça à faire de l'histoire, après ça à faire Sciences Po, après ça à être fonctionnaire. Aujourd'hui, je suis ministre. La vie est faite de bifurcation. Donc, qu'on vous aide mieux à prendre la première, on le doit. Ne pensez pas que la première bifurcation ouvre la vie sur un tunnel. Voilà. Jean, j'ai envie de vous faire réagir, parce que vous êtes sociologue, scientifique, sur les choix, mais liés là, effectivement, au parcours et aux choix qui sont faits liés aux études. Est-ce que vous voyez une évolution forte? Mais ce qui est vrai, ce que vous dites, monsieur le ministre, est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on reproduisait les choix qu'on avait. Donc, dans la plupart des milieux, on n'avait pas de choix. Bon, notamment dans les milieux populaires, etc. Alors, c'est encore un peu vrai avec Parcoursup, parce que moi qui ai des enfants qui sont enseignants, tout ça, je vois bien qu'il y a des endroits où on explique beaucoup. C'est un boulot dingue, Parcoursup. Bon, donc, voilà. Donc, ce système-là, il existera toujours, parce qu'il y a une transmission culturelle dans les familles, bon, et que le problème de l'éducation est extrêmement important. Bon, moi, spontanément, je suis parti d'une génération où l'idée de demander à des jeunes de 16, 17 ans où ils veulent aller me laisse toujours un peu perplexe, parce qu'il me semble que c'est tôt pour ça. Alors, ce que vous avez dit après sur le fait qu'on peut changer de chemin, c'est pas faux, mais je pense qu'il faudrait plus y insister, parce qu'on a un peu l'impression que c'est un choix qui va être définitif. Moi, je dis toujours, la vie, ça se réussit si on attrape ce qui passe au bon moment. On ne sait pas ce qui va passer. Première remarque. Deuxièmement, je fais une deuxième remarque. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, vous les jeunes, c'est que vous demandiez à travailler plus. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas vu au moment du débat sur les retraites. Or, on a une société qui doit être rééquilibrée entre les générations. Oui, les gens âgés doivent avoir des retraites plus faibles. Oui, les jeunes, ils doivent travailler plus. Parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Et je pense que si la jeunesse n'est pas capable de dire, nous, on va faire 2 ans de beaux en plus, mais les retraités, on va dire au-dessus d'un certain niveau, vous acceptez de baisser en 10 ans de 10% par exemple, on ne s'en sortira pas. Donc un des messages de la jeunesse, c'est un nouveau pacte entre les générations. Et je crois que c'est absolument essentiel. Et si on n'arrive pas à le faire, or pendant les mouvements des retraités, les seuls jeunes que j'ai vu manifester, c'était contre la retraite à 64 ans. Et je trouve qu'il faut le dire comme ça, parce que je sais que c'est pas populaire ce que je suis en train de dire, mais c'est pas forcément gênant. Moi j'ai 77 ans, je travaille toujours autant, donc vous voyez, ça conserve aussi. Hein. Mais c'est surtout que la question du pacte entre les générations, elle est absolument essentielle. Ce qui veut dire aussi qu'on va changer plusieurs fois de route. Et donc je pense que Parcoursup, si vous pouviez mettre un peu d'huile, monsieur le ministre, comme on dit à Marseille, ça nous aiderait à circuler. Alors, il y a un exercice qui aurait pu être intéressant, mais on n'aura pas le temps. Mais j'aurais été curieux, notamment parmi les générations les plus anciennes, comme monsieur le ministre l'a souligné, avec ses enfants, savoir ce qu'on avait envie de faire quand on était plus jeune, ce qu'on a finalement fait, puis finalement après ce qu'on a fait de différent de ce qu'on avait fait avant, et puis où on en est aujourd'hui. Et ça serait intéressant de voir la pluralité, sans doute, de chaque parcours et de chaque carrière. Donc on ne va pas le faire, mais voilà, réfléchissez peut-être à ça. Et puis je crois que vous vouliez poser une question, je vous en prie. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, ma question portait sur le temps des choix, parce qu'en fait, faire un choix nécessite aussi du temps pour qu'il soit réfléchi et pour que ce soit un bon choix. Et ce que l'on remarque aussi, c'est que souvent, on parle d'accélération du temps. Le temps, il nous manque parfois du temps pour véritablement faire des choix. On nous pousse à faire des choix, à les faire vite. Par exemple, Parcoursup, en 1 an, il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache ce qui va... on nous dit ça va être le choix de toute notre vie, alors que vous l'aviez exprimé. Il est possible parfois de bifurquer, de changer de voie. Mais à ce moment-là, le temps s'accélère et il nous faut faire le choix à ce moment-là. Et en fait, je me demandais, est-ce qu'on laisse vraiment le temps aux jeunes de faire leur choix, de réfléchir aux choix qu'ils vont faire? Et je pense à ça notamment en faisant écho à la convention, la convention citoyenne qui a eu récemment sur les temps de l'enfance. Est-ce que justement, dans cette réflexion, il y a des idées qui permettraient de laisser plus de temps aux jeunes pour faire leur choix, justement? Qui veut répondre? Ou c'était peut-être pas une question, mais en tout cas, ça faisait écho à ce que vous disiez, Jean, tout à l'heure, sur les 17 ans. À 17 ans, tout à coup, prendre des décisions qui semblent aussi impactantes
pour son avenir, sachant que finalement la vie nous réserve plein de surprises. Ça peut être vertigineux et vous parliez... Il y a une expression que j'adore, c'est quand un jeune te dit « moi je prends une année de recul ». Alors, ça me fait toujours... C'est génial en même temps, parce qu'ils ont souvent 18 ans, 19 ans, tu te dis une année de recul sur quoi ? mais justement, c'est une année, nous on avait une année de propédeutique, alors je vous rappelle une époque, monsieur le ministre était à peine né, mais je veux dire, il y avait une année où on hésitait. Non mais c'est important, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est pour ça que je pense que Parcoursup, j'en comprends très bien la logique. Je vous rappelle qu'au début, on l'avait légitimé pour faire diminuer le taux de retour, le redoublement à l'université. Et que cet objectif n'a pas été atteint. Or, le but, c'était bien quand même d'économiser dans les budgets d'université parce que le nombre d'étudiants qui redoublent, non seulement pour eux, c'est dramatique, mais pour l'institution, c'est ruineux, si je peux être un peu direct. Donc, il ne me semble pas que ça a été réussi, ça. Mais donc, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il y a un besoin de donner le sentiment qu'on fait Parcoursup et puis 2 ans après, on va refaire quelque chose d'autre qui peut être de changer complètement, de repartir ailleurs. Et je pense qu'on n'a pas perdu son temps, mais je pense vraiment que c'est important parce que là, on a un sentiment de prison. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas entièrement vrai par rapport au fait qu'avant c'était une transmission monofamiliale, donc c'est vrai, mais ce que vous dites, je dirais que quand on l'a fait, on peut le savoir, mais quand on y arrive, on a l'impression d'un mur. Et dernière question, vous m'excuserez, mais l'idée qu'on ait son classement Parcoursup avant de passer le bac, moi c'est comme si je montais un escalier en commençant par la marche d'en haut. J'ai tendance à penser qu'il y a une tradition qui fait qu'on monte la vie, on avance, on a son bac, on passe Parcoursup, sinon il faut le supprimer. Ah non alors. Oh, pas ce premier bac moi. Non, juste pour répondre précisément, enfin, essayez d'apporter un élément de réponse à votre question. Qui est plutôt, j'allais dire, une expérience de vie qu'une réponse théorique. À la fin, le moment de choisir, il sera toujours court. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, on peut procrastiner autant qu'on veut. Il y a un moment où dans la vie, tu es obligé de prendre une décision. Le jour où, je sais pas quoi, votre compagne ou votre conjoint vous propose de vous marier, à bout d'un moment, c'est oui ou c'est non. C'est pas, je vais me donner 5 ans pour réfléchir et je t'en reparle. Et, voilà. Et donc, le jour où je suis en Parcoursup, j'y ai réfléchi pendant 1 an, etc., etc. Ça peut paraître court, mais au bout d'un moment, il y a des moments dans la vie qui cristallisent la décision. Simplement de 2 choses l'une. Soit là, on considère que ces temps qui cristallisent la décision sont en fait des temps fermés, et c'est là qu'on a un rôle éducatif vis-à-vis de la jeunesse. Soit alors, on arrive à faire comprendre à un jeune, quand il prend une décision, qu'il ne s'enferme pas et qu'il y en aura d'autres. Pardon, hein, c'est comme Moïse. Hein. Moïse, des fois, il vous fait tourner à droite, il vous fait tourner à gauche, etc. On se demande un peu pourquoi. Puis à la fin, vous retomberez quand même sur la bonne route. Et pourtant, à l'instant T, vous tournez. Et il faut quand même réussir à vous déstresser. Pas au sens que vous déstressez tout seul. Il faut qu'on arrive à vous déstresser. Par rapport à cette idée qu'il y a une espèce de mur qui s'appelle la fin de la terminale. Ça, c'est pas sain et c'est pas vrai. Alors, on va continuer avec les questions. Alors, Augustin voulait juste peut-être apporter une précision. Une précision pour rebondir sur la question du temps. Je ne pense pas que ce soit tant une affaire de temps que de connaissance de soi. Et la connaissance de soi, ça passe par vivre des expériences à l'extérieur. Et une des caractéristiques de notre génération, c'est qu'elle a vécu enfermée. Et qu'elle continue encore de temps en temps à vivre enfermée. Pourquoi ? Souvent aussi parce que les parents sont moins enclins à laisser les jeunes aller découvrir le monde, à aller prendre des risques aussi, à aller, pourquoi pas se faire embêter, voilà, aller apprendre comment ça fonctionne la vie à l'extérieur et en société. Et donc peut-être que vivre plus d'expériences, avoir un retour dans le monde réel et concret permettrait d'avoir une meilleure connaissance de soi, donc de prendre des choix de façon plus claire, limpide et lucide. Merci. Place à la prochaine question. Nathalie Hannet, je suis directrice générale d'Unicité. Depuis 30 ans, c'est 75 000 jeunes qui ont vécu une expérience au service de l'intérêt général. Et donc, pour concilier un peu toutes ces propositions et les interpellations, une année de césure qui pourrait être offerte aux jeunes quand ils arrêtent l'école, quand ils décrochent, ça les aide à raccrocher. On a des programmes qui le montrent et qui permettent à des jeunes de raccrocher. Une année de césure à l'issue du bac et qui permettrait de ne pas perdre de points dans Parcoursup, mais au contraire de valoriser et de conforter ses choix, parce qu'une année au service de l'intérêt général, ça permet de rencontrer du monde, ça permet de se transformer, ça permet de grandir, ça permet de prendre confiance en soi et de réfléchir à son projet, et du coup de faire un choix plus mûr. Ça pourrait être la généralisation du service civique et la possibilité non pas de l'offrir à 135 000 jeunes, mais de l'offrir aux 700 000 d'une génération, et avec une première étape à 350 000. Voilà une proposition.
Ah, Jean veut réagir Non, par je rapport à veux ça. juste donner un chiffre. Si vous voulez, c'est vrai qu'on a des vies de plus en plus discontinues. On a doublé nos nombres d'aventures amoureuses en 30 ans. On est en moyenne arrivé à 14 chez les garçons. Les filles déclarent 7, j'ai jamais voulu savoir qui mentait, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des vies de plus en plus discontinues. On n'est plus que 10% à mourir dans sa commune de naissance. On n'est plus que 50% à vivre dans son département de naissance. Donc nos vies sont discontinues. On change de conviction, on change de métier, etc. Et la grande question, c'est d'armer les jeunes pour les virages, j'allais dire. Et c'est plus une ligne droite. Vous avez pris l'exemple du mariage, bien sûr, mais il est totalement périphérique. 63% des bébés naissent hors mariage. Donc, si vous voulez, la vérité, c'est que le mariage et la naissance sont déconnectés pour la grande majorité des jeunes. Donc, il faut les mettre sur des objectifs souples. C'est ça, si vous voulez, qui me semble important. Ce qui est différent de ma génération, ils ont gagné 10 ans d'espérance de vie par rapport à nous, hein, par rapport pas à vous peut-être. Mais on a gagné 10 ans d'espérance de vie depuis les années 70 à peu près. Donc, la vie est beaucoup plus longue, on l'avait de manière beaucoup plus discontinue. Et la question, c'est comment on les arme pour cette discontinuité, si vous voulez, ce qui me semble très difficile. Je voulais juste rebondir sur l'histoire de l'année de césure, ce que vous disiez, sachant quand même, là je m'adresse... Alors, moi je travaille en tant que journaliste économique et tous les retours qu'on a sur les politiques RH et les recrutements aujourd'hui, souvent ce qui fait la différence, c'est pas seulement le CV, en tout cas c'est pas seulement le CV scolaire, mais c'est aussi tout ce qui a été fait à côté. Et donc là je rejoins ce que vous dites. Aujourd'hui, quand on rencontre des patrons, des responsables de ressources humaines, ils nous disent le CV est très bien, mais quelqu'un qui aura à côté de ses études, qui se sera engagé, vous parliez d'engagement tout à l'heure et j'aimerais bien qu'on ait une question sur ce sujet, et bien souvent ça permet aussi de faire la différence. Donc effectivement, c'est une importance de, et là on rejoint tout ce que vous disiez aussi Augustin, sur l'importance de cultiver son jardin, mais pas seulement son jardin scolaire, mais aussi son jardin extrascolaire, et ça permet d'abord d'avoir plus de connaissances sur ce qu'est la vie, peut-être de faciliter certains choix, mais aussi parfois de faire la différence quand on se retrouve face à un recruteur. Donc ces choix, et vous disiez tout à l'heure, Anne Savinel-Barras, que les générations d'aujourd'hui s'engagent. J'aimerais bien une question sur les engagements d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un aimerait peut-être poser cette question-là? Allez-y. Je vous remercie. Je suis service civique, mon contrat s'est fini aujourd'hui. Je suis engagé dans une association, je suis président d'une association sur Aix-Marseille, d'un réseau national, qui vise à sensibiliser les jeunes aux enjeux démocratiques et citoyens. Et par exemple, j'ai fait Parcoursup cette année parce que j'étais en projet de reprise d'études. J'ai arrêté mon BTS il y a 1 an parce que ça ne me plaisait pas et je voulais me réorienter. J'ai fait un service civique au sein de la DGFIP, à Aix-en-Provence notamment, que j'ai très bien vécu, ça s'est très bien passé. Mais au moment de ma réorientation, je me suis heurté à une phase Parcoursup, comment dire, difficile, en attente de partout. Ou même l'année dernière aussi, malgré tout mon engagement en association et autres, des refus seulement basés sur mes notes à chaque fois. Jamais rien n'a été examiné sur mes engagements à côté, ce qui m'a fait un peu mal. Et je voulais savoir comment est-ce que aujourd'hui on peut inciter un peu plus les établissements scolaires à regarder les engagements justement des étudiants avant de les refuser ou de les mettre en liste d'attente, parce que j'ai été bien loin, j'ai été pris là très récemment à Arles. C'est pas non plus une grosse fac, il y a 200 élèves en droit à Arles si je me trompe pas, et je suis encore en liste d'attente de partout. Il n'y a que Arles qui m'a pris par exemple, alors que pourtant j'ai fait un dossier, je suis allé au CUIO, j'ai vraiment fait un suivi, ça a été long. Ça m'a pris 1 an, mais ça me décourage encore plus de reprendre mes études alors que j'ai envie de continuer. Et j'aimerais m'engager dans le service public plus tard en fait. Mais c'est décourageant. Qui veut répondre à cette question? Monsieur le ministre s'empare du micro. Non, mais d'abord, allez au bout de votre projet parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être fonctionnaire. Moi, avant d'être ministre, j'étais fonctionnaire, après je le serai à nouveau. Il n'y a rien de plus beau que de servir l'État. Et au passage, dans une course qui mène vers le service de l'État, il arrive qu'on tribue. Soit au concours, soit dans... Voilà. Donc, et je parle d'expérience. Donc vous inquiétez pas pour ça. Restez focus sur l'objectif. 2, alors moi il se trouve que je ne suis pas le bon ministre pour le truc parce que c'est un sommet supérieur Parcoursup. Moi je m'occupe que de ce qu'il y a avant, mais c'est pas grave. Je vais quand même répondre pour lui et puis il me grondera si jamais je dis des bêtises. La vraie difficulté qu'on a en fait, c'est que derrière Parcoursup, comme c'est pas Parcoursup qui choisit, ce sont les écoles qui définissent chacune leurs critères. Et avec un
un système qui, enfin, il faut qu'on fasse attention en fait à deux ornières. La première ornière, c'est d'une certaine manière celle que vous connaissez, c'est-à-dire une ornière très scolaire en disant combien il a eu, quelle note. Bon. La deuxième ornière aussi, c'est un peu le mythe du tout engagement. Moi, je ne crois pas à l'injonction à l'engagement. Je crois qu'il y a des gens qui ont envie de s'engager à des âges différents. Vous avez des jeunes, en fait, ils n'ont pas forcément l'envie. Il y en a qui sont timides, machin, etc. Ils s'engageront plus tard, c'est pas grave non plus, quoi. Et je pense qu'en fait, selon les formations, on est parti parfois dans tout l'un ou dans tout l'autre. Il y en a qui finissaient par regarder que l'engagement et rien d'autre, et il y en a qui regardaient que les notes et rien d'autre. Et manifestement, c'est encore le cas. Donc, clairement, il faut qu'on. Enfin, je prends le point pour mon collègue et il faut travailler avec les organismes du SUP. Mais juste voilà, équilibre entre les deux dimensions de la vie. Et pour le reste, je serais heureux de vous accueillir quand vous aurez eu votre concours d'affaires publiques. Alors, Monsieur le Ministre, vous parlez d'engagement, justement. Donc, moi, je vais poser la question à Anne-Savine Elbaras, donc présidente d'Amnesty International France. Les jeunes, ils s'engagent aujourd'hui. Alors, on dit qu'ils votent assez peu, mais finalement, ils s'engagent peut-être autrement. Comment vous vivez cet engagement des jeunes générations ? Alors, c'est sûr que les jeunes aujourd'hui ne s'engagent pas comme nous nous engagions avant. C'est d'autres formes d'engagement. Elles sont plurielles, en fait. D'où l'intérêt pour nous d'élargir l'éventail de possibilités de s'engager. Ça va être pour certains un engagement uniquement en ligne. Donc, on a de jeunes militants qui interviennent sur les plateformes de streaming, dans les réseaux sociaux, qui montent des cercles d'action militants, en fait. Et donc, c'est particulièrement intéressant. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être en contact avec le public. Donc, il y a des antennes jeunes qui se créent dans les lycées, dans les facs, dans les grandes écoles, qui organisent des conférences, des expositions, des débats autour de la question des droits humains, du respect des droits humains. Et puis, il y en a d'autres qui ont envie de prendre des responsabilités, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, les engagements doivent être pluriels. Et puis, parfois, il faut aussi en créer des nouveaux, parce qu'on a des jeunes qui viennent et qui nous disent « moi, je voudrais faire plutôt comme ci, plutôt comme ça ». Et donc, voilà, à nous aussi de nous adapter pour pouvoir répondre à ces différentes façons d'être engagés, avec cette particularité qu'il faut admettre, qui est parfois un peu compliquée pour nous les anciens, c'est que c'est parfois des engagements très courts. Mais c'est la vie qui fait ça aujourd'hui. Et donc, oui, parfois on s'engage pendant 1 an, on fait une césure avec les études, on s'engage, et puis après, on repart dans autre chose. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque moment d'engagement, aussi court soit-il, est un moment d'enrichissement, d'abord de contribution aux enjeux que l'on veut défendre, enfin aux choses que l'on veut défendre. Et puis c'est aussi un enrichissement personnel parce que ça permet aussi d'ouvrir les espaces, de ne pas rester uniquement focalisé. J'entends bien que les études c'est important et je comprends que vous y soyez tous fortement attachés et aussi inquiets de l'avenir, mais il n'y a pas que les études dans la vie. Les parcours de vie font que les études, ça amène quelque part, puis parfois ailleurs. On l'a vu, mais l'engagement aussi amène à certains endroits qui sont particulièrement intéressants. On a parlé de la révolution numérique. Est-ce que dans l'engagement des jeunes et l'utilisation de cet outil aujourd'hui, est-ce que c'est extrêmement prégnant ? Quelle place cela prend ? Est-ce que c'est quasi total ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs formes d'engagement et de communication dans cet engagement ? Alors je dirais que c'est différent d'un individu à l'autre. On a effectivement des jeunes qui ne veulent s'engager que dans les plateformes de streaming ou que dans les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui font un peu des deux. Je crois qu'il faut être ouvert à tout, en fait. Et qu'aujourd'hui, les jeunes communiquent aussi par le numérique, qu'il nous faut l'admettre. Et à nous de perfectionner nos systèmes, de perfectionner nos canaux de communication pour être adaptés en fait à ce qu'ils souhaitent. Mais je crois qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait juste un type de jeunes. Voilà. Justement, j'entendais Ayat tout à l'heure me dire qu'il n'y a pas une forme de jeunesse. Voilà, et donc voilà, vous aviez envie de prendre la parole sur ce. Ouais, je trépigne depuis tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Je vous le dis. Tirer sur la chemise, mais voilà. Ayat. Parce que voilà, la jeunesse, c'est pas que Parcoursup. La jeunesse, c'est aussi des jeunes qui se retrouvent dans des écoles où on leur dit tu n'iras nulle part. La jeunesse, c'est aussi beaucoup de discrimination, beaucoup de violences subies et les profs ne sont absolument pas formés pour ça. Moi, je me suis retrouvée à faire des conférences parce que je suis conférencière, Monsieur le Ministre.
et auprès de jeunes qui, par exemple, je suis intervenue il n'y a pas longtemps auprès de jeunes lycéens de Sarcelles et de Trappes. Et lorsque j'ai fait mes conférences, alors les profs n'étaient absolument pas convaincus de ce que j'allais transmettre. Et ils ont été extrêmement surpris du silence qu'il y avait, parce que je parlais à ces jeunes. Et lorsque ces profs sont venus me voir, ils m'ont dit: comment vous faites? Comment je fais? Je parle leur langage. Je connais leur vie, je sais ce qui se passe chez eux, je sais pourquoi ils font ça à l'école, je sais pourquoi ils ne sont pas concentrés. Et cette jeunesse-là n'est pas entendue, n'est pas écoutée. On leur apporte des adultes qui leur apprennent que 1 + 1, ça fait 2. Ok, merci. Mais c'est tout. Et moi, j'estime qu'il manque une espèce de complémentarité qui accompagnerait les professeurs. On ne va pas leur demander de se former en plus, parce qu'ils ont suffisamment de travail. Mais une espèce de complémentarité de personnes de terrain, comme moi, hein, par exemple, comme ça au hasard, qui puissent leur faire entendre qu'ils ont des compétences, peut-être pas scolaires, à ce moment-là. Mais l'échec, c'est aussi les coulisses de la réussite. Alors, c'est beau ça. Ça, j'aime beaucoup. Et ça leur permet d'évoluer dans plus de confiance, avec un bien-être, et ne pas uniquement dire ben non, moi on m'a dit que j'irai nulle part et je suis là à côté de vous. Voilà. Donc moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pas Parcoursup parce que je m'y connais pas, mais voilà, c'est aussi les BEP, c'est aussi les primaires, c'est aussi les collèges où il se passe tellement de choses, un vivier riche de talent, de compétences, d'envie, et on leur dit tu es nul. C'est un adulte qui lui dit tu es nul, et moi sur mon dossier il y avait écrit cas social, peine perdue. Je peux vous l'amener, c'est écrit. Et j'y ai cru, c'est un adulte qui l'a dit et c'est écrit dans mon dossier scolaire. Alors que en fait je vivais des choses terribles à la maison et que j'ai pas été accompagnée. Et que, moi l'école, j'y allais pour me faire des copains, monsieur le ministre. J'y allais pas pour étudier parce que j'avais pas la possibilité d'avoir des copains. Et du coup on m'a catégorisé comme quelqu'un en échec scolaire. On va prendre une question au fond de la salle. Voilà. Bonjour, je m'appelle Muchengpa, je suis la déléguée générale d'une association qui s'appelle Agir pour l'école et qui lutte contre l'échec scolaire précoce. Et je suis profondément convaincue que les associations et la société civile ont un rôle fort à jouer pour lutter contre les inégalités sociales dont vous parlez, Agathe, qu'elles soient des inégalités sociales, mais aussi des inégalités territoriales qui sont très fortes aujourd'hui entre territoires urbains, territoires ruraux, entre les territoires d'outre-mer et la France métropolitaine. Et je pense que ces associations, cette société civile, elle a non seulement le pouvoir d'embarquer la jeunesse, mais également de changer le regard potentiellement des recruteurs, de changer le regard du monde adulte et de créer véritablement une rencontre et de la mixité sociale. Or, aujourd'hui, il me semble qu'en France, on en manque d'espace qui crée une véritable mixité sociale, des rencontres entre des individus qui autrement ne se rencontreraient pas. Et je suis donc curieuse d'avoir votre regard sur le soutien que l'État peut apporter aux associations et sur les partenariats à la fois public-privé et public-société civile qui peuvent permettre de recréer ce vivre ensemble. Qui veut s'exprimer là-dessus? Alors, vous êtes comme une représentante d'un tissu associatif important, ou, monsieur le ministre? Pardon, je réagis sur les deux interventions à la fois. Et pour dire quelque chose auquel je crois profondément, c'est que l'école ne peut pas tout. On est dans une société, on s'est forgé comme ça, où on demande tout à l'école. Et généralement, le premier remède qu'on a à un problème, c'est de dire qu'il faudrait former les élèves à ce qu'ils ne connaissent pas ce problème ou à ce qu'ils savent le résoudre plus tard. Bon, à ce qu'ils sachent, le résoudre plus tard. Donc, 1, l'école ne peut pas tout toute seule. 2, ça veut dire qu'effectivement, et je vous rejoins, y compris parce que j'en ai vu beaucoup, les rôles modèles, c'est-à-dire vous savez, l'artefact extérieur qui va venir un peu percuter le système scolaire, ce qui veut dire l'enrichir, le polliniser, est bon à prendre. Vous savez qu'on a un collectif mentorat qui a une vie assez riche, qui mentore chaque année, je crois, plus de 100 000 personnes. On a aussi d'ailleurs des universités dont les étudiants mentorent les élèves. On a des gens qui font le tour des établissements, comme monsieur qui est là, Stéphane Trépoz, ou comme madame, et qui finalement viennent créer
cette petite perturbation dans la force, comme on dirait dans Star Wars, qui fait que voilà, l'élève sort un peu d'une représentation purement scolaire pour finalement découvrir qu'il a d'autres choses et puis tout simplement rencontrer des rôles modèles et se dire et si c'était possible pour moi. Et donc très clairement, on ne peut pas faire le travail tout seul, c'est-à-dire sans vous. Ça c'est très clair. Merci beaucoup. Il y avait une autre question et ça sera sans doute la dernière. Je vous en prie, allez-y. Bon, là, cette question s'adresserait principalement à M. Viard. Nous sommes à peu près de la même génération, à un an près, je suis moi le plus vieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, la question qui correspond certainement à ma génération, c'est la notion d'effort. Je suis estomaqué, je fréquente beaucoup de jeunes, je suis encore étudiant, vous voyez, je vais à la fac aussi, j'ai été DRH de grosses entreprises. Je suis estomaqué de voir beaucoup de jeunes aujourd'hui parler de bienveillance, bien-être au travail, à l'école. J'ai des enfants qui sont enseignants, ils me disent à longueur de journée, oh monsieur c'est trop dur, on est fatigué, oh non là vous donnez trop de travail. Est-ce que c'est ça les préparer au monde de l'entreprise, à la rigueur, à la rudesse parfois aussi de ce monde? Je pense qu'on est un peu dans un monde de nounours, permanemment, et ça me choque de voir auprès des jeunes qu'on manque de propos sur l'effort, sur la possibilité de réussir aussi, parce qu'on y met du sien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez sous le regard du sociologue et le regard du ministre de l'Éducation nationale? Alors, les jeunes sont-ils faits? Je vais être prudent d'abord, parce que bon... Non, mais je ferai deux remarques. Moi, je vais travailler sur les jeunes de banlieue et leur vitesse de réussite scolaire. Ce qui m'avait frappé, c'est que les garçons allaient beaucoup moins vite que les filles. Parce que les filles, elles avaient une motivation à décoller, si je peux me permettre de parler comme ça, à ne pas aller vers un destin préconçu, qui était très fort, alors qu'ils étaient dans les mêmes écoles. Donc, bien sûr que l'école peut poser des problèmes, mais avec la même école, les garçons avaient de bonbons, ils mettaient peut-être 2 générations, là où les filles n'en mettaient que... Enfin, 4 générations, là, les filles en mettaient 2 pour arriver au menu. Ça m'avait beaucoup frappé. La deuxième chose que vous dites, je crois qu'il faut dire les choses simplement. Les codes culturels de la société ont changé. Les codes culturels de la société, c'est la culture fordiste. On parlait tout à l'heure dans une rencontre précédente, avec une culture hiérarchique, organisée, etc. Aujourd'hui, c'est les codes de la société du temps libre qui structurent le monde du travail. La demande de respect, d'attention, etc. Et je rappelle en même temps que la France est le pays le plus mauvais pour les accidents du travail. Donc ne croyons pas non plus qu'on ait une attention particulière au corps du travailleur. C'est pas vrai puisqu'on est les plus mauvais. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois qu'effectivement, dans le monde du travail, ce sont les codes de la vie individuelle. D'ailleurs, souvent un jeune, il demande, quand il vient sur un boulot, il va d'abord demander à quelle heure il s'arrête. C'est-à-dire, la question, c'est comment je protège ma vie privée du travail. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas travailler beaucoup, je ne crois pas du tout. Il ne faut pas prendre ça à l'envers. Et je pense qu'effectivement, c'est la logique de la démarche qui a changé. Alors qu'avant, on allait vers un boulot et après, on faisait sa vie autour. Maintenant, on est dans un rapport différent et je crois qu'il ne faut pas... Après, la productivité peut être la même, mais effectivement, ce que vous dites, je le sens, mais moi, je le sens aussi dans mon entreprise, je dirais une maison d'édition. C'est vrai que je n'ai pas le même rapport avec les jeunes salariés qu'avec les autres. Y compris parce que les autres, si j'ai besoin de leur donner un coup de fil le dimanche, ça va peut-être 2 fois dans l'année, j'ose le faire. Les jeunes, j'ose pas, parce que je sais qu'ils vont trouver ça scandaleux. Alors que bon, s'il se trouve que dans le boulot, j'en ai besoin, je le fais quand même. Mais eux, je le fais pas. Donc je pense qu'il y a une évolution là, qui est un vrai débat, mais c'est la culture de la société qui a changé. Donc c'est l'écoute de ceux qui embauchent, de ceux qui encadrent, de ceux qui forment les jeunes. C'est aussi ça, dans les entreprises, on ne peut pas les prendre comme on les prenait il y a 30 ans. Ils n'ont pas la même relation, mais est-ce qu'ils sont moins productifs? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils sont moins engagés à leur travail? Je ne pense pas. Mais les codes ne sont plus les mêmes. Très très court pour répondre à votre question. Merci monsieur. Dire que ma génération ne consent pas à l'effort n'est, à mon avis, pas vrai. On a consenti un effort surhumain et même inhumain, rester enfermé chez nous pendant 1 à 2 ans, se couper de toutes les expériences de la vie sociale qui sont inhérentes à la jeunesse, premier point. Et ensuite, on n'est simplement pas masochiste. On a peut-être moins envie de faire des efforts dont on ne voit pas trop l'intérêt, mais en revanche, on consent à faire des efforts quand on les juge nécessaires et pertinents. Et d'ailleurs, les enjeux sont tels qu'on n'aura pas le choix. Des efforts, on va en faire et on est prêt à en faire. L'Agora va toucher à sa fin, mais il y a des mains qui se lèvent et ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir donner la parole. Donc on va essayer de faire petite question un peu courte, réponse un peu courte. Madame tout d'abord et ensuite ce jeune homme. Merci beaucoup pour cette occasion pour moi de pouvoir poser une question à
surtout vous, monsieur le ministre de l'Éducation. Vous disiez tout à l'heure que l'école ne peut pas tout faire, et c'est vrai, mais je pense qu'elle peut apporter beaucoup de choses, notamment pour permettre une meilleure égalité des chances. Et je me demandais, est-ce qu'à l'école, il ne serait pas judicieux d'initier les plus jeunes au droit, notamment, pour leur permettre de pouvoir avoir accès à la connaissance, pour faire respecter leurs droits, et d'autre part, pour réduire les inégalités, notamment initier les jeunes à la finance. On remarque aujourd'hui que la jeune génération s'intéresse de plus en plus à l'investissement, la finance, parce qu'elle n'a plus confiance en le système de retraite. Et donc je me disais, est-ce que l'école ne pourrait pas permettre d'initier sur ces deux sujets-là, le droit et la finance? Allez, petite réponse, monsieur le ministre. Ouais. Alors, pardon, mais votre phrase est intéressante. Les jeunes ont besoin d'être initiés à la finance parce qu'ils ont peur pour leur retraite. Pardon, mais les retraites, on verra, à votre âge, on verra plus tard. 2, finance et droit, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, on est en train de généraliser ces modestes, mais des modules d'éducation financière en 4e et bientôt en seconde. Et on commence à généraliser des modules d'éducation au droit. Donc oui, tout à fait. Mais 3, ce qui compte, et c'est en rebond juste sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on vous donne, j'allais dire, et notamment en termes d'inégalité sociale et scolaire, les bases culturelles notamment. Parce que la première inégalité, elle est culturelle. Et que derrière tout ça, il y a une représentation de la personne humaine qui est en fait le sens profond de notre société. Et quand il y a du sens, il y a de l'ambition. Et quand il y a de l'ambition, il y a du goût de l'effort. Allez, une toute dernière question. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Martin Chabou, je suis élève de première, j'ai donc passé le baccalauréat de français et l'épreuve anticipée de mathématiques. Nous mentionnons le goût de l'effort. Mais aujourd'hui, les programmes scolaires sont parfois en matière assez faible. Moi, je suis à l'école et j'en demande davantage. Aujourd'hui, j'ai donc passé l'épreuve de baccalauréat de français. On mentionne une notation sur l'orthographe avec une rigueur d'autant plus importante. Mais vous ne pensez pas que ce qui est important, ce n'est pas la notation, mais bien l'éducation. Et il ne serait-il pas plus utile de gonfler davantage les programmes scolaires pour éduquer à ce goût de l'effort et apprendre davantage à nos enfants et aux enfants de la République davantage de connaissances? N'est-il pas là le réel défi de demain? Apprendre à nos enfants la réelle connaissance. Alors, qui veut répondre? Mais je voudrais dire une chose, vous voyez, avant il y avait 4 millions d'enfants qui partaient en colonie de vacances, il n'y en a plus qu'1 million. C'est des questions aussi comme ça qu'il faut se poser, parce qu'on ne forme pas une jeunesse qu'à l'école, bien sûr, et notamment dans les vacances. Vous savez, souvent, quand je vois les jeunes qui font les cons après les matchs de foot, je me dis combien ne vont pas partir en vacances, qui n'ont pas d'autre activité que de se défouler dans la ville. Donc, je veux dire, toutes ces questions-là, le rapport entre l'école et la non-école, on ne viendra pas aujourd'hui sur les éducateurs périscolaires, mais on sait bien les problèmes que ça pose. Il y a aussi un vrai souci, et je pense que l'école doit s'occuper, la question du voyage, du sortir, à mon avis, est un enjeu absolument majeur. Et moi, la fin des colonies de vacances m'inquiète beaucoup. Quand on voit le 1 million de jeunes qu'on a perdus, je me dis toujours, ils sont passés où? Bon, ça va être la fin du débat. Je voudrais donner un petit point, quelque chose qui a été abordé à un moment. Jean Viard a parlé du pacte entre générations. Il y a eu une discussion sur est-ce que les jeunes fournissent suffisamment d'efforts, une autre discussion sur est-ce que l'offre est suffisamment dense, est-ce qu'on apporte un enseignement suffisamment dense. Et en préparant ce débat, j'ai pensé à une nouvelle que j'avais lue quand j'étais adolescent d'un auteur italien des années 60 qui s'appelait Dino Buzzati. Et dans un livre qui s'appelle Le Cas, il y a une nouvelle qui s'appelle Chasseur de vieux. Je n'ai pas relu cette nouvelle depuis, donc c'était il y a quand même un moment, mais je me souviens que, sans vouloir spoiler la nouvelle, de toute façon l'écriture est tellement belle que même quand on connaît la fin, ça vaut le coup de le lire. Dans cette nouvelle, le chasseur, ce sont des jeunes qui chassent les personnes âgées en disant ils n'ont plus aucune utilité pour la société. Sauf qu'à la fin de la nouvelle, qui ne fait que quelques pages, le chasseur est devenu chassé, le chasseur a vieilli. Jean, tout à l'heure, vous avez parlé du pacte entre générations, et donc voilà, je voudrais terminer cet échange que j'ai trouvé extrêmement intéressant en disant que un pacte entre générations, un jeune, c'est un vieux en devenir, et une personne âgée, c'est quelqu'un qui a été jeune. Et donc effectivement, je crois, et on croit, me semble-t-il, à ce pacte entre générations. Je vous remercie énormément pour toute votre attention et toutes vos questions. Je remercie aussi, évidemment, les 5 intervenants.